Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode spécial du Saloon consacré à Once Upon a Time in Hollywood. C'est le dernier film de Quentin Tarantino. On est toujours au festival de Locarno. Le film y a été projeté sur la Piazza Grande samedi soir en avant-première suisse. Le film sort le mercredi 14 août dans les salles en Suisse. On va en parler, bien entendu, avec mes amis Robin Jeunin. Salut Robin. Salut Alex. Et Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Alexandre. Ça va Thomas, t'es en forme. À Locarno, tu vis bien. Ça va, très je bien. vis ma meilleure vie. Voilà. On va parler donc de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Si vous aimez boire 3 litres de margarita dans votre piscine, eh bien on y va. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Once Upon a Time in Hollywood, c'est donc le 9e film de Quentin Tarantino. Il se situe en 1969 à Hollywood. Il rend hommage à l'Hollywood de l'époque en suivant la carrière, ou plutôt deuxième partie de carrière de Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio. Après avoir joué dans pas mal de westerns et être une star du grand écran et du petit écran, eh bien, lui et sa doublure Cliff, incarnée par Brad Pitt, vont devoir se réinventer. Et puis, bien sûr, le film se pose dans le contexte de l'assassinat de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski, assassinée par Charles Manson. C'est Par la famille de Charles Manson. Par la famille de Manson Charles Manson. Family. Lui-même n'était même pas là sur le lieu du crime. Exactement. C'est ses acolytes qui ont été envoyés pour la tuer. C'est ça. Tu prends la parole, Thomas. Qu'est-ce que tu penses de Once Upon a Time in Hollywood ? Écoute, moi, ça fait quelques mois que j'ai vu le film, puisque je l'ai découvert lors de sa première projection à Cannes, Ouais, monsieur. dans un montage qui n'est peut-être pas exactement le même que celui que vous avez découvert ici sur la Piazza Grande. Et moi, ça a été une déception, le film. Je m'attendais à quelque chose de plus catchy, de plus funky dans ce contexte de Los Angeles de la fin des années 60. Et je trouve qu'elle avait, lorsque je l'ai vu, mais je crois que les problèmes persistent un peu même dans ce nouveau montage-là. Je trouve qu'il y a énormément de problèmes de montage justement et de rythme, où Tarantino va s'éparpiller assez vite dans différents arcs narratifs, en perdre de vue certains. Et moi, je me souviens qu'après plus de 100 minutes, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu nous racontes, quoi ? Ouais. Et il y a des choses que je trouve très belles dans le film. Il y a notamment 2 moments, mais je pense qu'on va revenir sur ces moments-là plus tard. Mais il y a 2 moments que je trouve très beaux. C'est peut-être le film le plus touchant émotionnellement de Tarantino de toute sa carrière. Je trouve le final absolument splendide. Mais il y a un gros problème de récit, un gros problème de narration et de structure. Je trouve que c'est assez vide, en fait. C'est qu'avant d'arriver à ce final, finalement, le temps se fait un petit peu long. Le film dure quand même 2h40, un petit peu comme la plupart des Tarantino qui durent très longtemps. Robin, est-ce que tu es d'accord avec Thomas ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on ne ressent pas vraiment la patte assez folle de Tarantino qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années ? Je suis assez d'accord, effectivement. Je trouve qu'il manque ce qui, en tout cas, a fait la popularité de Tarantino, qu'on aime ou pas, hein, mais les surimpressions, le montage très rapide, les scènes qui nous marquent. Ouais. Dans pas mal de ses films, si on cite, je sais pas, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglourious Basterds, Ça reste tout ça, longtemps en mémoire. ça quoi. reste vraiment longtemps en mémoire. Il y a des scènes vraiment dont on se souvient. Là, je trouve que effectivement, il manque peut-être un peu de grandiose dans ce film, en fait, un peu justement des dialogues qu'on ressort comme ça au détour entre potes, comme c'est le cas des punchlines, comme c'est le cas pour pas mal de ces autres films. Je me demande si peut-être en voulant rendre hommage au cinéma de cette époque-là, il s'est peut-être pas risqué à s'approprier trop son film. C'est peut-être quelque chose qu'on va aborder, mais peut-être que voilà, le poids de l'hommage, parce qu'on le sait, Quentin Tarantino est un énorme cinéphile, donc est-ce que peut-être le poids de cet hommage-là l'a peut-être un petit peu retenu sur certains aspects de ce qui fait son cinéma finalement. Ouais. Et puis c'est vrai que tu parlais de cette narration, Thomas, il y a un côté assez linéaire finalement, où on va rester vraiment tout le temps un petit peu sur le même fil, jusqu'à ce final un petit peu explosif, mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de lenteur et de linéarité par rapport à ces anciens films. Je ne sais pas si je parlerai de linéarité, puisqu'en fait le récit va assez vite être éclaté entre 3 points de vue, Dalton, sa doublure, et Sharon Tate qui est jouée par Margot Robbie.
Et au final, tout ça va converger dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes du film. Mais avant ce final, on ne comprend pas vraiment quel est le lien entre le personnage de Sharon Tate et les deux autres personnages d'acteurs. À part qu'ils habitent à côté, en fait. Voilà, ils sont habitent à côté, ils sont voisins. ouais. Et du coup, moi, je voyais pas l'homogénéité du récit jusqu'au final. Donc je ne sais pas si je parlerai de linéarité, mais je trouve qu'au contraire, il a de la peine à assembler les pièces de son récit, ce qui a fait son succès dans un Pulp Fiction, ce qui a fait le succès de beaucoup d'autres de ses films. Par exemple, Inglourious Basterds aussi, où il y a différents points de vue qui convergent. Là, je trouve que ça traîne méchamment de la patte. Parce qu'on suit ce personnage principal de Leonardo DiCaprio, donc Rick Dalton, qui est un peu le premier rôle déchu. C'est-à-dire que là, on lui donne en fait dans des westerns le rôle du bad guy. Des westerns de série B. Oui, de série B, c'est ça. Pour le petit écran aussi. Et il y a toute cette mise en abîme à partir de ce moment-là où on va voir le cinéma que Tarantino aime dans son propre film. Donc c'est un film sur le cinéma. C'est pas la première fois que Tarantino fait ça. Mais là, on a vraiment d'une manière explicite et frontale des scènes de tournage où on voit DiCaprio qui répète ses prises, qui multiplie les prises. Et donc on a cette mise en abîme du cinéma, mais que je trouve longuette. Alors oui, DiCaprio joue très bien. Il y a des moments, notamment le moment où il livre sa performance un peu fulgurante dans le film, où on se dit qu'il est excellent, mais vraiment on sent aussi que Tarantino se fait plaisir à mettre en scène le cinéma qu'il adore lui. Ah, c'est clair, parce qu'il passe aussi avec... C'est pas très gratifiant pour le spectateur, en fait. C'est ça le problème. Bah ouais, exactement. C'est là où j'allais t'amener aussi, Robin. Moi, ce que je ressens aussi devant le film, c'est vraiment un plaisir total de cinéphile, mais pour Quentin Tarantino, en fait. C'est-à-dire qu'on sent qu'il s'est amusé à faire ce film. Il refait aussi des séquences en noir et blanc. Il fait des clins d'œil aux grands classiques d'Hollywood, au western, bien entendu, au western spaghetti aussi, parce qu'à un moment donné, on va aller vers l'Italie. Donc, il y a un petit peu tout ça où on sent vraiment ce plaisir-là, mais nous, on est un petit peu laissé de côté, non ? Oui, je suis assez d'accord. Et puis, il y a aussi des choix qui me semblent un peu... discutable en fait. Si on prend par exemple au début du film, quand DiCaprio joue dans ces séries-là, on est dans le format de l'époque, c'est en 15 mm sans faire erreur, ou en 30 mm en noir et blanc. On a donc en fait cet épisode vraiment de sa série. C'est en 4 tiers. Ouais, c'est ça. Et une heure plus tard dans le film, je pense que c'est d'ailleurs la scène dont Thomas parlait à l'instant. On est toujours dans un épisode de série, mais là, il va le filmer en scope, avec la couleur, etc. Donc, il y a aussi des fois des changements un peu où on se dit c'est cool, mais du coup pourquoi tu changes? Et pareil, vu que DiCaprio joue le rôle d'un acteur qui du coup est fictif, Rick Dalton n'a pas existé. Et tous les films dans lesquels il joue n'ont pas existé non plus. Voilà. Même s'il y a des jeux de mots avec des films bien sûr, de chevet de Tarantino. Et donc du coup, en fait, DiCaprio tourne presque en surimpression, on va dire, sur ces autres séquences. Et puis, par exemple, le personnage de Margot Robbie, c'est pas elle à l'écran. Et donc, il y a des parce qu'elle va c'est vrai que si j'explique pas, elle va voir en fait son propre film au cinéma pour voir sa performance et un peu sentir le public. Et à l'écran, dans le cinéma, c'est pas elle. Et du coup, il y a cette ambiguïté parfois qui est... C'est l'un des plus gros problèmes. Film, un des plus gros problèmes du film dans la séquence que tu évoques, c'est qu'en fait, Sharon Tate, on la perd de vue pendant 1 heure quand elle va au cinéma, et 1 heure plus tard, on la retrouve au cinéma. On se dit tiens, en fait, son personnage existe encore. Elle est donc encore là, en train de regarder le film. On la perd en cours de route. Et puis, quand tu parlais de choix discutables, Robin, et moi, il y a un choix qui m'a limite fâché avec Tarantino. On sait qu'il adore le cinéma asiatique. Il a rendu un hommage magnifique avec le premier Kill Bill au Shambhala. Et au cinéma d'arts martiaux asiatiques au sens large. Ah, je sais, tu vas nous parler de Bruce Lee. On avait vu déjà dans la bande-annonce qu'il y avait Bruce Lee dans le film. Et donc, quand on connaît l'amour de Tarantino pour le cinéma hongkongais, pour le cinéma asiatique d'arts martiaux, on disait, mais il va nous servir quelque chose d'extraordinaire avec le personnage de Bruce Lee. Et en là, fait, il en fait une baudruche. La séquence est limite insultante pour Bruce Lee, parce que c'est un faire-valoir qui se fait humilier par le personnage de Brad Pitt. Et je sais pas, il passe à côté d'un potentiel énorme là, d'un hommage à nouveau à un cinéma qui pourtant Tarantino, qu'il adore pourtant. Et je trouve que je sais pas, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et vraiment, c'est des appels du coude pendant plus de 2 heures à un raz-de-marée de références, mais qui ne servent à aucun moment le récit. Et ça tourne à vide. Et effectivement, ce personnage de Margot Robbie, donc Sharon Tate, est aussi très très sous-exploité, quoi. Vraiment pendant le film.
film. Oui, oui, oui. Et elle a pas du tout l'occasion de vraiment briller aussi. C'est comme le personnage de McQueen qui apparaît lors Oui. d'une fête, mais à Ouais. quoi ça sert? À quoi ça sert à part de nous balancer Steve McQueen comme ça? Ok, il était là c'est une aussi dans le époque que tu contexte. aimes, mais fais-en Ouais. quelque chose. Raconte-nous quelque chose avec cette époque, ce qu'il fait Ouais. pas du tout. C'est vrai que le personnage de Margot Robbie, à part cette scène aussi, enfin effectivement au cinéma et 2-3 petites bribes, elle amène rien. Enfin dans le sens où Elle a vraiment pas du tout de relief, Il ouais. y a rien. Elle est évidemment c'est la femme de Polanski, donc on aurait pu peut-être s'attendre aussi à avoir quelque chose sur Roman Polanski. On sent alors est-ce que c'est du recul, est-ce que c'est quand même du respect envers Roman Polanski, mais il est quasiment pas abordé. On le voit une fois dans sa voiture et c'est à peu près tout. Donc oui, sur on va dire les 20-30 premières minutes, c'est cool en tant que cinéphile parce que voilà, il y a plein de références, parce qu'on va avoir ce rapport entre l'acteur et son cascadeur qui n'a pas beaucoup de travail, donc qui devient un petit peu en fait la boniche de DiCaprio, qui va réparer son antenne sur le toit, qui va le conduire sur les différents plateaux de tournage. Donc Et qui ensuite retourne dans sa caravane avec sa propre bagnole un peu défoncée. Voilà, quoi. c'est ça. Et donc vraiment sur le début, ça marche. Et je rejoins Thomas sur 2 heures. Alors on enlève la dernière scène qui doit effectivement durer une vingtaine de minutes. Après, c'est pendant 2 heures quasiment tout le temps la même chose. Et effectivement, il manque du relief, il manque probablement. Et les Pas mal scènes de aussi, choses, hein. les scènes de tournage justement de western avec DiCaprio sont aussi très longues, quoi. Et super là long, aussi, dans les dialogues, etc., il y a pas assez de fulgurance. En fait, moi, l'arc qui me satisfait le plus dans le film, c'est celui de Brad Pitt, avec notamment tout un passage dans un camp de hippies, justement la Manson Family, Ouais. que je trouve vraiment le point fort du film avant le final, où là, il y a une réelle tension qui est instaurée par Tarantino. Ouais, je la sens pas trop, moi, perso. Alors moi là je trouve vraiment que c'est une réussite. Je trouve que tout ce D'accord. passage au camp de hippies, on sent en plus dans ce passage la fin d'une époque avec une communauté décadente qui essaye de renouveler quelque chose, ou en tout cas qui est en marge et qui ne supporte, enfin voilà, qui représente la fin d'une ère. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on est à l'époque où le nouvel Hollywood va apparaître, etc. Et vraiment toute cette séquence dans le camp de hippies, je trouve qu'il y a une tension, je trouve qu'il arrive à créer quelque chose qui au final aboutit pas à grand chose, c'est assez déceptif c'est ça, aussi, ouais. mais il y a une vraie proposition de cinéma à ce moment-là. Mais parce que pour moi, dans cette scène, il y a un peu un exercice aussi à nouveau de fiction dans la fiction. C'est-à-dire que ça sort un peu de nulle part. On crée un nouvel arc qui va se terminer assez rapidement entre le personnage de Brad Pitt et puis un autre personnage qu'on n'a jamais vu avant et qu'on ne reverra plus. Et puis, on se dit, bon, finalement, à quoi bon? Et il passe Mais ça, de c'est tout le film, en fait. C'est ça. Et bon, si vous n'avez pas encore vu le film, peut-être qu'on va commencer à spoiler un peu. Allez, on peut. Ouais, On vous avertit. Si vous n'avez pas encore vu Once Upon a voilà. Time in Hollywood, Vous arrêtez maintenant de le nous saloon écouter. et vous revenez plus tard. C'est ça. Merci. Mais en fait, ce que tu dis, le film, dans le film, c'est tout le propos de Tarantino, et il l'avait déjà fait dans Inglourious Basterds, où il nous remontre une nouvelle fois que pour lui, la fiction est plus forte que la réalité. Donc on sait qu'il y a la famille Manson qui rôde, on aperçoit d'ailleurs Charles Manson au détour d'une scène, on sait que Sharon Tate, à cette année-là, elle va se faire estropier par la famille Manson. Donc on attend que ça arrive. On attend que ça. Et Tarantino va jouer avec notre attente sur cet événement-là. Et au final, comme pour Inglourious Basterds, la fiction transforme la réalité historique. Et moi, c'est là où je trouve que même s'il l'a déjà fait, au final, le film parvient quand même à être touchant, à être émouvant. Tout le final est empreint d'une nostalgie qui entoure le personnage de DiCaprio, qui est extrêmement touchante. C'est certainement le film le plus nostalgique, le plus déprimant, le plus déprimé, en fait. Mélancolique aussi. Mélancolique de toute la filmographie de Tarantino. Et sur la fin, par ce retournement de situation et par les portes qui s'ouvrent devant le personnage de DiCaprio, je trouve le film quand même très touchant. Mais bon, ça, voilà, je comprends pas pourquoi ça se traîne autant pour en arriver là, quoi. Ça, c'est vrai que c'est propre à Tarantino de jouer avec les attentes du spectateur sans arrêt, de le confronter à qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il est prêt à voir aussi. Et puis là, on le retrouve effectivement. Oui, maintenant je trouve que c'est un peu moins réussi là-dedans que par exemple Thomas parlait d'Inglourious Basterds. Moi je trouve que le revirement d'Inglourious Basterds marche mieux que dans Once Upon a Time. Et que là finalement, c'est... Encore une fois, là, bon, ça fait quoi, un quart d'heure qu'on dit qu'on a plein de réserves. Ça reste, je pense, un film quand même assez agréable, un film quand même avec des qualités. Ça faut pas l'enlever. Le casting est super. Le quoi. casting Brad est Pitt, je le super. trouve Brad Pitt extraordinaire. et DiCaprio sont vraiment incroyables. Maintenant, est-ce que finalement, et c'est aussi une question que je vous pose à vous, si c'était un autre réalisateur, qu'est-ce qu'on dirait qu'est-ce qu'on dirait? C'est clair, il se ferait lyncher. Parce que finalement, il se ferait lyncher, tu penses? Pour la peine à démarrer son récit, pour la peine à structurer son récit,
C'est Je vrai. trouve qu'on pourrait être beaucoup plus sévère parce que là, oui, on reconnaît la patte de Tarantino, on reconnaît l'amour Ouais, de Tarantino oui. pour un cinéma, Mais la au-delà de patte ça, cinéma de Tarantino, comme on disait, il n'y a pas de surimpression, il n'y a pas d'énormes plans séquences comme il aime le faire dans Kill Bill, dans Inglourious Basterds, dans tous ces films-là. Ouais. La réalisation est peut-être un tout petit peu plus classique. Enfin, c'est vrai que peut-être, on revient à ça, mais il s'est peut-être pas suffisamment approprié son matériel. Moi, Ouais. je viens de lire un article hier sur une éventuelle version en épisode pour Netflix du film qui durerait en fait plus de 4 heures. Et je trouve qu'on sent que le film a été charcuté. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas su réorganiser et condenser En tout ce qu'il avait à 2h40, ce qu'il raconter voulait. en 2h40. Donc peut-être que c'est un problème de montage aussi. Peut-être qu'une version sérielle du film passerait mieux. Surtout qu'on a des arcs narratifs bien séparés, bien distincts. Donc on pourrait tout à fait imaginer un épisode focalisé sur un personnage, etc. avec un final qui les rassemble tous. Ouais. Mais effectivement, là, il n'y a pas les fulgurances auxquelles Tarantino nous a habitués. Ouais. Que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de narration et de montage ou de dialogue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui claque. Exactement. Il n'y a rien Et je qui trouve claque, il n'y a que aucune scène mémorable. le film risque de peiner à satisfaire le public des aficionados de Tarantino, parce que si on y va pour retrouver un Pulp Fiction dans le Los Angeles des années 1960 et début 70, on risque d'être déçu quand même. Ouais. C'est nettement moins, comme je disais avant, groovy, funky. Ah, mais ça c'est clair, hormis quand même, et il faut en parler de ce final que je trouve assez jouissif pour le coup, et où là on le retrouve vraiment, quoi, et où il ose faire, enfin je veux dire, il y a l'attaque justement de ces hippies, donc de la famille de Manson qui débarque finalement chez Rick Dalton. Leonardo DiCaprio est dans sa piscine en train de boire de la margarita avec des écouteurs, donc il n'entend rien. Il a sa nouvelle femme italienne qui dort dans la chambre, et au milieu il y a Brad Pitt qui fait la vaisselle avec son chien complètement défoncé au LSD parce qu'il vient de fumer une clope au LSD après avoir sorti son chien. Et puis là où vraiment on va retrouver ces fulgurances avec de l'hémoglobine, avec vraiment une cruauté aussi, parce qu'en fait dans la rien ne se manière de passe comme tuer ces prévu personnages. pour la famille Manson. Ah bah ça c'est clair, ouais. Ils se font bien défoncer. Et ils se font cramer le cul aussi quand même avec le lance-flamme que DiCaprio avait gardé dans son jardin après son tournage. Enfin franchement cette scène elle est assez formidable quand même. Oui, cette scène est assez formidable, mais comme on l'a dit, il faut attendre 2 heures avant de le voir. Et je rejoins Thomas, c'est clair que si vous y allez pour retrouver le côté catchy, le côté sanglant, le côté machin, vous risquez peut-être d'être déçu parce que il s'éclate, mais pas sur le côté très sanglant, très. Et bien à la limite, c'est le plus facile à faire pour lui de nous faire un final ça, avec vrai. un chien qui bouffe un type, c'est ça. avec Brad Pitt qui éclate contre des murs ses assaillants. Enfin, Qui défonce la gueule d'une nana avec une boîte de conserve. Ouais, Quand même. ouais, mais voilà, la pâté pour chien. c'est très facile à faire quand même. C'est-à-dire Ouais, que c'est vrai. Pour lui, oui, Ouais. c'est sûr. Mais justement, moi, c'est pas que là-dessus que j'attendais Tarantino. Ouais. C'est pas que sur du grotesque, c'est pas Bah que non. sur de la violence régressive. Mais ça fait un peu jouissive. genre, je dois rattraper le coup. Puis là, Ouais. vite sur les dernières minutes. mais c'est pour ça que. Et par ce qui me rapport plaît à- le plus dans le final, je termine juste Ouais, là-dessus, ce qui vas-y. me plaît le plus dans le final, c'est pas tant cette explosion de violence que l'aboutissement du parcours de DiCaprio, qui est vraiment un personnage Ah oui, alors touchant, ça, ouais. parce qu'il rêve d'aller au sommet de sa carrière de d'acteur, redevenir au sommet. ou même d'aller plus haut que ce qu'il a jamais été. Et il y a quelque chose de très beau au final avec lui, Ouais. de très touchant, Parce qu'il a de très touchant. Ouais, parce qu'il a conscience en fait justement de ce qui est en train de lui arriver. Et pourtant, tu sens qu'il a envie, tu sens qu'il bosse. Et donc c'est là où ça devient touchant, c'est parce que finalement, c'est malgré lui ce qui est en train de se passer. C'est le contexte aussi d'Hollywood à l'époque où finalement, bim, les stars Ah, c'est vrai, décollent. Après, elles sont jetées comme des mouchoirs parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent, qui sont plus jeunes, qui sont plus dynamiques, qui ont des belles gueules. Et donc du Et coup, justement, c'est le là. nouvel Hollywood qui arrive aussi. Donc l'ère des studios tout puissants qui produisaient à la chaîne des westerns tout pourris, c'est gentiment terminé. Exact. Donc la carrière de DiCaprio n'a bientôt plus de sens dans l'Hollywood du nouvel Hollywood, des C'est ça. barbus quoi. Et puis, pareil, d'avoir cette liaison entre l'acteur et son cascadeur aussi, avec Brad Pitt. Le personnage de Brad Pitt arrive aussi à être touchant et à prendre aussi pas mal de place dans le film. Robin. Oui, déjà ne serait-ce que par sa condition, on sent bien que le mec il a juste envie de travailler comme cascadeur parce que c'est son métier et qu'il se retrouve à torse nu à boire des bières et à remonter l'antenne télévisuelle de DiCaprio ou de faire son chauffeur. Enfin, tu sens que voilà, le type il est complètement perdu, qu'il a quasiment pas de travail parce qu'il a fait de la merde avant. Enfin, Ouais. oui, ça marche et c'est ce qu'on disait, les acteurs sont super, les personnages aussi sont bien, mais
autour du personnage de Brad Pitt, il y a une lecture un peu réactionnaire qui est possible en réaction au mouvement MeToo. Je ne sais pas si vous l'avez perçu comme ça. Alors explique-nous, Thomas. C'est-à-dire qu'on a quand même ces 7 hippies, parce qu'il y a un personnage particulier, un personnage féminin qui s'approche de Brad Pitt et qui le drague et qui le pousse au vice. Ouais. Et on voit bien, voilà, dans le contexte actuel, Tarantino était pote avec Weinstein, que Tarantino insiste sur le pouce au crime de cette femme, le côté pouce au crime de cette femme. Et Brad Pitt qui prend sur lui, mais qui l'a fait dégager au final. T'as quel âge? Non, je vais finir en tôle s'il se passe quoi que ce soit entre nous, quoi. Comment? Je dis à la nana. Cette réplique. Je vais finir en tôle s'il se passe quoi que ce soit. J'ai assez les flics au cul comme ça. C'est ça. J'ai pas envie de les avoir. On peut presque voir le film comme une mise en lumière de la responsabilité des victimes d'aujourd'hui par rapport au mouvement de MeToo. Alors, je ne sais pas si vous y avez vu ça. Peut-être. Moi, j'ai pas spécialement vu ça sur le moment. C'est-à-dire que c'est quand même des hippies qui normalement sont connotés positivement au cinéma, qui nous montrent comme étant des salopards, quoi. Oui, ça c'est juste. Et des pouces au crime. Et des petites salopes. Alors là, c'est vrai que la manière dont elle est montrée, c'est assez chaud, effectivement. Mais pour terminer sur ce film, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que Tarantino, si ça n'avait pas été lui qui avait réalisé ce film, il se serait fait lyncher. Moi, au contraire, dans mon appréciation du film, j'ai au contraire l'impression que finalement toutes les réserves que j'ai et les problèmes que je vois dans ce film traduisent au final une déception en fait par rapport à l'amour que je porte à cet auteur, à ce réalisateur, qui au final là où je le vois se perdre un petit peu et puis pas me donner ce que j'attendais de lui en fait, de ne pas être à la hauteur de ce que j'attendais de lui. Donc pour moi le film reste avec des qualités indéniables. Quelqu'un d'autre qui signe ce film, on lui demande mais à quoi servent vos références ? On lui dit mais à quoi ça sert de se gargariser dans ce milieu à part vous faire plaisir ? Qu'est-ce que vous proposez vous comme histoire, comme récit, comme personnage dans ce contexte ? Ce qu'il a pu faire avec Kill Bill. Kill Bill, c'est aussi du cinéma qui est rempli d'hommages, mais il nous raconte l'histoire de quelqu'un et il nous fait plaisir. C'est jouissif pour le spectateur. Là, ça ne l'est pas. Donc je pense que quiconque fait ce film et qui ne s'appelle pas Tarantino, on lui dit mais mec, arrête avec ces références qui ne servent à rien. C'est peut-être un peu les limites d'un cinéma ultra référencé et d'un cinéma qui, comme tu dis, qui multiplie les références. Il se fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir aussi parce que oui, il y a des scènes qui marchent très bien, comme on l'a dit. Pour autant qu'on adore ce milieu-là. Oui, pour autant qu'on soit fan du cinéma des années 60. C'est vrai. De voir un peu les coulisses, de voir comment ça se passe, les répétitions, comment on reprend une prise alors qu'on a raté au milieu. Enfin, il y a un background cinéma qui marche assez bien. Mais c'est vrai que par-dessus, on a l'histoire assez quelconque et mal racontée. Et relativement mal racontée. C'est vrai. Un dernier mot pour terminer sur Tarantino et sur sa filmographie. Vous le placeriez comment, celui-là, Once Upon a Time in Hollywood ? Robin ? Moi, je pense que c'est peut-être un de ceux que je préfère le moins, malheureusement. J'ai été, comme on dit, assez déçu et je trouve qu'il a fait largement mieux. Il avait déjà un petit peu baissé, je trouve, avec The Hateful Eight, qui était un petit peu une caricature de son cinéma, qui fonctionnait par moments aussi, qui reste pour moi un film très regardable, très divertissant, avec beaucoup de qualité aussi visuelle et narrative. Mais par contre, il se singeait un petit peu. Là, il se singe un peu moins. Mais moi, je serais assez d'accord pour dire que ça reste l'un de ses moins bons films, et peut-être même le moins bon, parce que tous ces autres films, je les aime, avec plus ou moins d'appréciation, mais je les aime tous. Et celui-là, ok, quoi. Thomas ? Moi, c'est même pas celui que je préfère le moins, c'est parce que je le préfère pas. Enfin, c'est un film que j'aime pas beaucoup. Que tu n'aimes pas ? Non, enfin voilà, il y a des choses qui me touchent, comme je l'ai dit, mais je le place tout en bas de sa filmographie. Peut-être au niveau de Hateful Eight, mais je trouve qu'un Boulevard de la Mort était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif, aussi beaucoup plus efficace, alors que c'est pas non plus son meilleur film. Mais vraiment, moi, je le place tout en bas, quoi. C'est son 9e film. Tarantino avait annoncé qu'il en ferait 10. Est-ce que vraiment vous pensez qu'il va en faire que 10 ? Non. Bullshit. Il parle de faire un Kill Bill 3. De faire un Star Trek. Alors Star Trek, il aurait écrit le scénario, mais apparemment il serait pas chaud pour le réaliser, aux dernières nouvelles. Disons que ça fait quelques années qu'on entend plusieurs. Et il a toujours pas fait de grands films d'horreur. Et ça m'étonnerait que Tarantino ne signe jamais un film d'horreur.
Donc ouais, en fait je m'en fous moi de savoir si c'est son avant-dernier ou pas, on verra quoi. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup les gars, merci Robin, merci Thomas d'avoir participé à ce débat sur Once Upon a Time in Hollywood. C'est donc le 9e film de Quentin Tarantino qui a été présenté ici au 72e Festival de Locarno. On y est encore jusqu'à la fin en fait, quasiment. On reste encore toute la semaine et puis on vous retrouve pour un prochain épisode du Saloon, bien entendu. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. Vous retrouvez tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée. Merci, c'était le Saloon. À ciao.